De nombreux facteurs ont poussé une grande partie du monde à une situation aussi déplorable que celle de la Première Guerre mondiale. Ces conséquences sont complexes et variées. La course aux armements, l'impérialisme, le nationalisme et un système complexe d'alliances entre les puissances ont contribué au déclenchement de cette grande guerre. Vers l'année 1914, l'Europe était une véritable poudrière. Il ne manquait plus qu'une étincelle pour tout faire exploser. Et cela arriva le 28 juin 1914, lors de l'incident passé à l'histoire sous le nom d'attentat de Sarajevo, qui coûta la vie à l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, et à son épouse, la duchesse Sophie de Hohenberg. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons découvrir un peu la vie de ces deux personnes et quelques détails sur ce 28 juin, lorsque qu'un jeune nationaliste serbe de 20 ans a assassiné le couple. Et ce fut l'événement principal qui déclencha la Première Guerre mondiale. Son Altesse impériale et royale l'archiduc François Ferdinand, Charles Louis-Joseph Marie, est né à Graz, en Autriche, le 18 décembre 1863. Il était le fils aîné de la princesse Marie Annunziata des deux Siciles, la seconde épouse de son père, l'archiduc Charles-Louis d'Autriche, qui était le frère des empereurs François-Joseph d'Autriche et Maximilien Ier du Mexique. Il était également le petit-fils de l'archiduc François-Charles d'Autriche et de l'archiduchesse Sophie de Bavière. Il reçut l'éducation typique et rigoureuse des archiducs autrichiens. Il finit par devenir général de cavalerie. François Ferdinand avait un passe-temps, si l'on peut l'appeler ainsi. Beaucoup considéraient qu'il avait une obsession pour la chasse et les trophées d'animaux. C'était excessif, même selon les standards de la noblesse européenne de l'époque. On raconte qu'en une seule journée, il abattit plus de 1000 oiseaux. Dans ses journaux, il a méticuleusement consigné environ 300 000 animaux abattus, dont 5 000 cerfs. Et des milliers d'entre eux ont été exposés dans son immense château de Konopište, situé en périphérie de Prague, qu'il a également rempli de diverses antiquités, l'une de ses autres grandes passions. Sa vie changea de façon inattendue lorsque son cousin, le prince Rodolphe, fut retrouvé mort aux côtés de sa maîtresse, dans son pavillon de chasse du village de Mayerling. Rodolphe était le seul fils de l'empereur François-Joseph d'Autriche, et, par conséquent, son unique héritier. Avec la mort de Rodolphe, le suivant dans la ligne de succession était le frère de l'empereur, Charles-Louis. Il resta en première position dans Se l'ordre de mantuvo en el succession primer lugar en jusqu'à la sa línea mort de en sucesión hasta su muerte 1896. en Ainsi, 1896. François Ferdinand devint l'héritier du trône de l'Empire austro-hongrois à l'âge de 26 ans. À cette époque, il était célibataire et l'on attendait de lui qu'il se marie le plus rapidement possible. De préférence avec une princesse européenne convenable et qu'il ait une descendance pour garantir l'avenir de la dynastie. François Ferdinand rencontra la comtesse Sophie Chotek lors d'un bal à Prague et s'intéressa beaucoup à elle. Cependant, elle ne remplissait pas les conditions minimales pour épouser un futur empereur. Sophie était demoiselle d'honneur de l'archiduchesse Élisabeth, épouse de l'archiduc Frédéric d'Autriche. Tous deux commencèrent une correspondance épistolaire, soutenue qui se transforma rapidement en amour. Ils ont gardé leur relation secrète pendant plus de 2 ans. L'archiduc commença à rendre fréquemment visite à la résidence de l'archiduchesse Élisabeth et de Frédéric, afin d'être auprès de sa bien-aimée Sophie. L'archiduchesse Élisabeth pensait qu'il était là pour courtiser l'une de ses nombreuses filles, et elle devint très heureuse à l'idée de marier l'une d'elles avec le futur empereur. Et lors de l'une de ses nombreuses visites, François Ferdinand oublia une montre de poche sur le court de tennis. À cette époque, il était très courant que les messieurs placent une photo de leur bien-aimé dans leur montre de poche pour pouvoir la regarder. Chaque fois qu'ils voulaient connaître l'heure, l'archiduchesse la trouva et, ne pouvant contenir sa curiosité, l'ouvrit. S'attendant à trouver la photo de l'une de ses filles, mais à sa grande déception, ce qu'elle vit fut un portrait de la comtesse, Sophie Chotek, sa dame de compagnie. Élisabeth entra dans une colère noire.
Elle considéra que François Ferdinand l'avait ridiculisée, elle et ses filles, en créant et en nourrissant chez elle de faux espoirs de mariage. Tout cela pour choisir, comme fiancée et future impératrice, la simple fille d'un diplomate. Elle renvoya immédiatement Sophie et fit un grand scandale qui résonna dans toute la cour, devenant ainsi une ennemie farouche du couple, faisant tout son possible pour empêcher leur union. Après cela, François Ferdinand assuma publiquement sa relation avec Sophie et lui demanda sa main. L'empereur François-Joseph expliqua alors à son neveu que le mariage avec Sophie n'était pas possible, car, en tant que futur successeur au trône, il devait impérativement épouser une femme qui soit membre de la famille des Habsbourg ou d'une maison royale européenne. Et Sophie n'était ni l'une ni l'autre. Cependant, François Ferdinand insista sur le fait qu'il n'épouserait aucune autre femme. La confusion fut telle que le pape Léon XIII, le tsar Nicolas II de Russie et le Kaiser Guillaume II d'Allemagne intercédèrent en faveur de François Ferdinand auprès de l'empereur, arguant que la discorde entre l'oncle et le neveu ne faisait qu'affaiblir la stabilité de la monarchie. Ainsi, en 1899, François-Joseph autorisa la célébration du mariage, mais en imposant des conditions strictes. L'union serait morganatique et les descendants issus de cette union n'auraient aucun droit à la succession au trône. Sophie n'aurait jamais le statut, les titres, la préséance ni les mêmes privilèges que François Ferdinand. De plus, elle ne pourrait pas apparaître en public aux côtés de son mari, ni monter dans un carrosse ou entrer dans n'importe quelle aile impériale. Et le 28 juin de l'an 1900, au sein du prestigieux palais impérial de la Hofburg, devant Sa Majesté l'Empereur et l'ensemble de tous les archiducs, ministres et hauts dignitaires de la cour, François Ferdinand signa un document officiel solennel dans lequel il déclarait publiquement que Sophie, en tant qu'épouse morganatique, ne porterait jamais les titres d'impératrice, de reine ou d'archiduchesse. Et que ses descendants directs ne recevraient jamais aucun droit dynastique ni aucun privilège impérial dans aucun des vastes domaines de la maison des Habsbourg. Le mariage fut célébré le 1er juillet de l'année 1900 à Reichstadt, situé en Bohême. François-Joseph n'assista pas à la cérémonie, ni aucun archiduc, y compris les propres frères du marié. Les seuls membres de la famille impériale présents étaient sa belle-mère, la princesse Marie-Thérèse de Brabant, et ses 2 filles. Après le mariage, Sophie reçut le titre de princesse de Hohenberg avec le traitement de Son Altesse Sérénissime. Chaque fois que le couple rencontrait d'autres membres de la royauté, Sophie était ignorée en raison de sa position et obligée de rester séparée de son mari. Il n'est donc pas surprenant que François Ferdinand détestait la cour de Vienne, qu'il évitait constamment et vivait dans son château de Konopište, à Prague, avec son épouse et leurs 3 enfants, Sophie Marie-Françoise, Maximilien Karl Franz et Ernst Alphons Franz Ignatius. Il n'y a jamais eu de bonne relation entre l'empereur François-Joseph et son neveu, François Ferdinand. Les relations étaient tendues. Chaque fois qu'ils se rencontraient, il y avait de vives disputes entre eux deux. L'empereur, un homme déjà âgé et extrêmement conservateur, pensait que son neveu était trop libéral et ne l'a jamais considéré, ni comme un candidat idéal ni acceptable pour le trône. Et après ce mariage morganatique, la relation entre l'oncle et le neveu est devenue encore plus difficile. Pour l'empereur, son neveu avait jeté à terre le titre d'impératrice en épousant cette dame de compagnie, issue de la petite aristocratie. Et pour François Ferdinand, le vieil empereur demeurait le seul responsable des humiliations publiques constantes infligées par la haute aristocratie, auxquelles sa propre épouse Sophie était contrainte de se soumettre, uniquement parce qu'elle ne possédait pas un rang de noblesse qu'il jugeait approprié. François Ferdinand était absolument amoureux de son épouse, et il n'y eut jamais de rumeurs selon lesquelles il aurait eu d'autres maîtresses, ce qui était pourtant considéré comme normal à cette époque. Il n'avait Dieu que pour elle, et c'était réciproque. Il déclara un jour ce qui suit. « La chose la plus intelligente que j'ai faite dans ma vie a été d'épouser Sophie. Elle représente tout pour moi. Mon épouse, ma conseillère, mon médecin, mon ange gardien. En un mot, mon bonheur. La Serbie,
situé au sud, partageait une frontière avec l'Empire austro-hongrois et était déterminé à créer son propre empire. Cependant, les tensions se sont intensifiées lorsqu'en 1908, l'Empire austro-hongrois a décidé d'annexer la province voisine, la Bosnie-Herzégovine, un territoire que la Serbie revendiquait alors. Cela a provoqué des réactions violentes de la part des Serbes qui sont devenus un ennemi dangereux et déclaré de l'Empire austro-hongrois. C'est là qu'est née une organisation secrète appelée la Main Noire, d'une nature ultra-radicale, qui incitait ses membres à prendre le pouvoir des mains. Ennemi, dans ce cas, de l'Empire austro-hongrois par la terreur et la violence. Son objectif principal était de libérer la Bosnie de l'ennemi, puis de l'annexer à la Serbie. Elle recrutait principalement des jeunes, des étudiants, des idéalistes et des paysans pauvres. La Main Noire exigeait de ses membres un sacrifice extrême, la victoire ou la mort. En 1909, Sophie reçut le titre de duchesse de Hohenberg avec le traitement d'altesse. Et bien que ce titre ait considérablement élevé sa position à la cour, elle devait encore faire la révérence à toutes les archiduchesses d'Autriche, ce qui faisait qu'elle n'était toujours pas autorisée à assister aux côtés de son mari à des actes officiels. Des actes officiels qui exigèrent la présence d'autres membres de la royauté autrichienne. Cependant, elle pouvait l'accompagner lors de voyages lorsque ces personnes n'étaient pas présentes. À partir de ce moment-là, le couple commença à effectuer des voyages officiels. Ensemble, leur première destination fut la Roumanie. Plus tard, ils visitèrent la cour de Berlin, où ils furent chaleureusement accueillis par le Kaiser Guillaume II, qui a même fait une révérence très courtoise et a embrassé la main délicate de Sofia, ce à quoi elle n'était certainement pas habituée. Mais elle a réagi avec une grande classe et une élégance remarquables. Ensuite, lors du dîner et du bal de gala, les hôtes ignorèrent le protocole et permirent au couple de s'asseoir côte à côte. Ils furent extrêmement reconnaissants pour cette attention. En 1914, François Ferdinand était impatient de prendre la tête de l'Empire et tout le monde savait que cela n'allait pas tarder. L'empereur, son oncle, avait déjà 83 ans et même le portrait officiel du nouvel empereur était déjà prêt. Ce printemps-là, François-Joseph organisait un voyage à Sarajevo pour son neveu et héritier, afin qu'il puisse inspecter personnellement les troupes sur place. Les principales manœuvres de l'armée impériale qui devaient avoir lieu dans la capitale de la Bosnie et l'Herzégovine, qui avait été annexée à l'Empire austro-hongrois en 1908. Cela, bien sûr, provoqua une immense colère chez les radicaux nationalistes serbes qui considéraient cette visite officielle comme une grande provocation. Et lorsque la célèbre organisation secrète de la Main Noire apprit cette visite, elle commença immédiatement les préparatifs pour assassiner l'archiduc. Parmi les assassins potentiels se trouvaient deux amis, les jeunes étudiants Nedeljko Kabrinović et Gavrilo Princip. Et comme la plupart des recrues, ils étaient très jeunes, issus de milieux très pauvres, tuberculeux et sans aucune préparation, mais déterminés à accomplir le devoir de libérer la Bosnie des oppresseurs. Lorsque Sophie apprit le voyage de son mari pour inspecter les manœuvres militaires, elle décida de l'accompagner. La ville de Sarajevo organisa tous les préparatifs pour accueillir la visite de l'héritier de l'Empire austro-hongrois. Ils nettoyèrent les rues et les décorèrent de guirlandes. Et dans une grave erreur de sécurité, l'itinéraire que le couple royal allait emprunter fut annoncé sur des affiches dans toute la ville, de sorte que les membres de la Main Noire savaient exactement par où passerait l'archiduc dans une voiture décapotable. Et ils choisirent des points stratégiques le long de cet itinéraire, afin que les différents exécutants puissent se positionner et mener à bien avec succès le plan d'assassinat de l'archiduc. La sécurité de la ville était sous la responsabilité directe du gouverneur de Bosnie, le général Oskar Potiorek, et bien qu'il y ait eu des milliers d'hommes des forces armées de l'Empire stationnés à proximité immédiate de la ville, il n'affecta qu'un nombre très restreint de policiers, car il pensait fermement que la foule ne représentait aucun danger réel. Le matin du 28 juin 1914, François Ferdinand et sa suite partirent en train d'Ilidja vers Sarajevo, où ils furent accueillis en grande pompe par le gouverneur.
6 automobiles furent mises à la disposition de la délégation. Cette date n'était pas la plus propice pour cet événement, car ce même jour, 525 ans auparavant, les Turcs avaient vaincu les Slaves, et maintenant, précisément à l'anniversaire de cette défaite, ils devaient accueillir de nouveaux conquérants. Et cela fut également considéré comme une grande provocation. On conseilla même à l'archiduc de reporter l'événement, mais il n'accorda aucune importance aux avertissements. La délégation se dirigea vers l'hôtel de ville. Une grande foule enthousiaste les accueillait des deux côtés de l'avenue. Parmi eux se trouvaient les 6 jeunes membres de la Main Noire, déjà positionnés à leurs emplacements. Ils portaient des armes, des grenades et des capsules de cyanure pour se suicider en cas d'arrestation par la police. L'un d'eux lança une grenade contre la voiture décapotable dans laquelle se trouvaient François Ferdinand et Sophie, mais elle rebondit sur l'arrière du véhicule, tomba au sol et explosa, blessant certaines personnes qui se trouvaient dans la voiture derrière, ainsi que quelques spectateurs du défilé. Le couple sortit indemne et 15 minutes après l'explosion, le cortège reprit sa route à toute vitesse. Kabrinovitch s'enfuit en courant et sauta dans la rivière Miljaka. Cependant, la rivière n'avait que 12 cm de profondeur, alors il avala la capsule de cyanure, mais sa tentative de suicide échoua. Il vomit le poison et finit par être arrêté par la police, puis fut agressé par la foule avant d'être placé en garde à vue. Pendant ce temps, le couple arriva à la mairie où ils furent accueillis par le maire, qui avait préparé une réception et commença à prononcer un discours de bienvenue, que l'archiduc refusa d'écouter. Jusqu'à la fin, il indiqua que ces paroles étaient inutiles car il était venu à Sarajevo en ami et avait été accueilli par une bombe. Nerveux face à toute cette situation, l'archiduc voulut quitter rapidement la mairie et décida d'aller rendre visite aux blessés de l'attentat, au lieu de se rendre au musée national, comme cela était prévu dans le programme. Sur ce nouveau trajet, il devait les suivre l'avenue Apelke, mais au milieu de cette confusion, le chauffeur ne fut pas informé du changement de programme et entra dans une rue pour continuer par l'avenue François-Joseph, en route vers le musée. En se rendant compte de son erreur, il arrêta la voiture et fit marche arrière. Il y avait beaucoup de monde et de voitures derrière lui. C'est alors qu'eut lieu la malheureuse coïncidence. Gavrilo Principe, l'un des jeunes membres de la Main Noire, avait quitté sa position et traversé la rue pour acheter un en-cas justement dans la boutique, devant laquelle la voiture de l'archiduc s'arrêta. Il n'était pas un bon tireur, mais la distance entre eux était si courte qu'il était très difficile de rater. Il se retrouva pratiquement face à face avec l'archiduc. Gavrilo n'hésita pas une seconde et tira la première balle qui atteignit la jugulaire de l'archiduc. Et la seconde toucha l'abdomen de son épouse, Sophie, qui perdit rapidement connaissance. La voiture démarra rapidement, mais le mal était déjà fait. François Ferdinand, en voyant sa femme blessée, ne put que lui dire « Ma chère Sophie, ne meurs pas, vis pour t'occuper de nos enfants. » Lui aussi perdit peu à peu connaissance, et alors qu'on lui demandait comment il allait, il répondit « Ce n'est rien », et il le répéta 6 fois avant de perdre ses forces. Il décéda environ 10 minutes après son épouse. L'archiduc et Sophie avaient respectivement 51 et 46 ans. Et en raison de son mariage morganatique avec Sophie, François Ferdinand ne reçut en Autriche aucun des honneurs réservés aux archiducs décédés, ni les privilèges funéraires accordés aux héritiers du trône. Et par une concession spéciale de l'empereur François-Joseph, le cercueil de Sophie put être placé à côté de celui de son époux. Cependant, l'urne de François Ferdinand était plus grande, plus spacieuse et plus ornée. Et elle fut placée à une hauteur de 20 cm supérieure à celle de l'urne de son épouse. Le corps de l'ancien héritier portait toutes ses décorations, l'épée cérémonielle et la couronne archiducale. Le corps de son épouse morganatique ne portait qu'une paire de gants blancs et un éventail noir, symbole des dames de compagnie de la cour. Gavrilo Principe fut arrêté et condamné à la peine maximale. 20 ans de prison. En prison, il subit toutes sortes de tortures et finit par mourir de la tuberculose, le 28 avril 1918.
L'Empire austro-hongrois déclara la guerre à la Serbie et un système complexe d'alliances entre les puissances entra en action. Et en peu de temps, l'Europe fut plongée dans le sang lors d'une guerre qui tua plus de 10 millions de combattants et où des millions de civils perdirent la vie au milieu de ce conflit, qui entra dans l'histoire sous le nom de Première Guerre mondiale. Comme Sophie ne pouvait pas être enterrée dans la crypte impériale de Vienne, François Ferdinand exprima clairement, de son vivant, son souhait d'être inhumé dans la crypte du château d'Artstetten, afin de pouvoir ainsi rester pour toujours aux côtés de sa bien-aimée épouse.